the only kind of real fantasy. Je travaille le lundi au dimanche. Je n'ai pas un jour de repos. Quand tu es livreur, tu n'as pas de vie de famille. Nous, on vit sur la route, on vit sur le dehors. On fait ça pour rien, en fait. Notre travail, c'est un travail qui est mis à part. Nous sommes des gens qui sont ignorés par tout le monde, y compris les restaurateurs et les clients. Ici, il y a des papiers là. Je peux aller travailler aux usines. On survit, hein. On ne vit pas, on survit. Elles vendent dans du principe, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Et il y aura toujours quelqu'un pour venir te remplacer. C'est un esclavagisme moderne, c'est tout. Un esclavagisme moderne, c'est tout. Depuis le boom de la livraison pendant la pandémie de 2020, les livreurs de plateforme font partie intégrante du paysage urbain. Ils sont près de 70 000 en France et 10 fois plus à l'échelle de l'Europe. Jour et nuit, ils sillonnent les rues, à vélo, en scooter, parfois même en voiture. Payés à la tâche, sans protection sociale, ils incarnent une économie ubérisée qui s'appuie sur ces travailleurs précaires. Ali est l'un d'entre eux. Il est livreur depuis son arrivée en France il y a 5 ans. Oui, bonjour, c'est livreur. Je suis arrivé. Ok, ça marche, merci. À tout de suite, merci. Avant, j'ai pas de le choix. Et j'ai commencé travail livraison, j'ai aimé, j'ai continué comme ça. J'ai commencé à faire ça parce que ça m'arrange bien ça. Ça m'arrange. Je trouve ça m'arrange bien. Parce que je travaille comme je veux et tout, ça m'arrange un petit peu. Parce que je suis toute seule aussi, je suis pas en famille. Je peux vivre avec ça. Indépendance, flexibilité, des mots qui attirent sur le papier, mais qui dans les faits se révèlent être des pièges pour les travailleurs. Le statut d'auto-entrepreneur dispense les plateformes de toute obligation salariale, tandis que la flexibilité leur garantit une main-d'œuvre disponible à toute heure, pour le même coût. Car aucune compensation n'est versée pour les temps d'attente. Le fait que ce soit un métier flexible et indépendant, que tu sortes aux horaires que tu veux, c'est pas un avantage? S'il y a du travail, avantage, mais s'il n'y a pas de commande, on n'a pas d'avantage. Dans un système économique où ubérisation rime avec précarisation, l'écart ne cesse de se creuser entre les multinationales et ceux qui travaillent pour elles. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ah oui, j'ai 9 kg 600 mètres. En fait, ils ont payé 8,71 €. 10 km pour 8,71 €. Ouais, ça fait aller-retour sur combien? 13 kilos sur 8 €. Ah oui? Tu vas accepter ou refuser? Non, je vais refuser même. Je ne peux pas aller. Et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la commande du coup? Ils vont tourner comme ça. S'ils ne sont pas trouvé quelqu'un, ils vont monter un peu. De plus en plus de livreurs, mais de moins en moins de commandes. À la saturation du marché de l'emploi et la hausse des temps d'attente s'ajoute la baisse du prix des courses, qui a chuté d'environ 30% entre 2021 et 2024. Le principal problème, ça sera la rémunération qui est de plus en plus faible et qui ne cesse de chuter au fil des années, quoi qu'en disent les plateformes. En fait, pour attirer les livreurs et pour se constituer une flotte de livreurs importante, on donnait une rémunération attractive et elles ont créé un besoin auprès des consommateurs. Elles ont commencé à vouloir faire des marges, forcément, parce que Uber et Deliveroo ont été déficitaires pendant de très, très nombreuses années. Uber fait des bénéfices que depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans, et Deliveroo a annoncé ses premiers bénéfices en début d'année. Alors Deliveroo, c'est ancien et maintenant, ils veulent faire des bénéfices
Et forcément, le bénéfice, il te fait dans le dos de qui? Bah, des livreurs. Avant, tu peux voir les 2 kilomètres, c'est payé à 4 euros, 5 euros. Mais maintenant, tu peux voir 2 kilomètres à 2 euros et quelques. On souhaite à ce qu'on soit mieux rémunéré correctement en fonction des heures qu'on a pu faire, en fonction de beaucoup de choses qui peuvent jouer, parce que quand on reste 12 ou 13 heures par jour et qu'on a moins de 50 euros à la fin de la journée, ça peut être un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de Français qui le feraient actuellement. Et même tu es salarié, c'est mieux que de rester indépendant comme ça parce que tu ne gagnes rien du tout. J'aime bien le travail, mais pour nous, les euros, c'est un peu dur. C'est de l'esclavagisme moderne, disons qu'on se fait plus fouetter. Alors on va dire qu'on n'a plus le bâton, mais on a toujours la carotte, et que la carotte, elle est toujours de plus en plus petite, mais qu'on continue à avancer. En 2022, les Uber Files révèlent la stratégie d'implantation des plateformes. S'installer d'abord sans cadre légal, puis négocier leur régularisation avec l'appui du pouvoir politique. Une fois la voie ouverte avec les VTC, les plateformes dupliquent leur modèle dans le secteur de la livraison. Un point clé du débat est la nature du lien entre les plateformes et les livreurs. Sont-ils bien des indépendants ou des salariés déguisés? Les plateformes se contentent-elles de faire de la mise en relation? Dans les faits, les livreurs semblent cumuler les désavantages des deux statuts, la subordination d'un salarié d'une part et l'absence de droits sociaux de l'autre. À chaque fois, les plateformes de libéralisation sont dans le cumul des infractions. Souvent, les gens se disent, mais en fait, c'est toi en tant que travailleur qui choisis si tu as envie d'être salarié ou d'être indépendant. Ben non, en fait. Ça n'est ni le travailleur, ni le donneur d'ordre ou l'employeur qui choisit de quelle nature est votre relation. C'est les faits qui décident. Et c'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Si vous ne fixez pas vos tarifs, que finalement la plateforme vous donne les consignes, vous contrôle et vous sanctionne, alors la relation qui vous unit entre vous et la plateforme n'est pas un contrat commercial, mais c'est un rapport de subordination. Oui. Vous êtes subordonné à la plateforme et donc la plateforme doit avoir l'obligation en retour, en compensation, d'assumer ses obligations d'employeur. Et finalement, l'ubérisation faisant croire que tout ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de lien de subordination, vous seriez juste dans un contrat commercial avec une plateforme qui vous met en relation avec une clientèle. Du coup, ça permet à la plateforme de vous exploiter à la tâche, comme le patronat exploitait les ouvriers à la tâche avant les conquêtes ouvrières qui ont amené à la création du Code du travail en 1910. Quand on a cette note en 2019, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère du Travail sait pertinemment les infractions par toutes ces plateformes dans tous ces secteurs. Donc en toute logique, on doit se dire, toutes les notes postérieures, elles vont nous raconter comment le ministre et le ministère vont s'attacher à faire en sorte de faire respecter l'état de droit qui est bafoué. C'est comme ça le premier rôle d'un gouvernement, c'est de faire respecter la loi. Et pas du tout. Les notes par la suite, elles visent un objectif: comment protéger les plateformes de toute requalification en salariés. Et en fait, on voit que les plateformes et les gouvernements macronistes ont une obsession, c'est péter le salariat. Péter le salariat pour défendre les intérêts oligarchiques de ces plateformes. Le business model des plateformes est simple. Pas de salariés, pas d'équipement, pas de stock. Résultat, des coûts et des risques réduits et une rentabilité maximale. Mais derrière l'efficacité économique, le coût humain est bien réel. Je te montre, attends, les récapitulatifs, ça fait 20 heures. 20h31 minutes pour 111 euros. Et tu arrives à vivre avec ce travail? On fait avec. On fait avec, comment on va, on fait avec. Aujourd'hui, personne n'arrive à vivre avec son boulot. Hein. Chacun se démerde comme il peut. Hein. Les riches, ils s'enrichissent avec le sang des pauvres. Hein. Pour les rares Français qui l'exercent, c'est un travail secondaire, un complément de revenus. C'est ton travail principal? Alors c'est mon deuxième travail, je fais ça en plus. Là je fais ça mais c'est vraiment plus du loisir, c'est-à-dire que généralement je suis chez moi et quand j'ai une commande je sors, mais sinon si c'est pas intéressant je sors plus. La majorité des livreurs sont étrangers, souvent en situation irrégulière, et doivent louer le compte d'un tiers titulaire de papiers en règle pour pouvoir travailler. Beaucoup témoignent de manière anonyme pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Pour les travailleurs sans papier, ce travail n'est bien souvent qu'un faux choix. On ne peut pas rester ici sans travail. Si tu ne travailles pas, comment tu peux vivre? Parce qu'on ne peut pas rester dehors comme ça
pour faire conneries. C'est pour cela nous, on fait les livraisons. Et j'ai vu beaucoup de gens ici au fond des conneries. C'est ça que moi, je ne fais pas ça. C'est pour ça que j'ai fait les livraisons. Je n'ai pas de solution donc, pour gagner de l'argent, pour que je fasse ça, donc pour gagner un peu de l'argent pour que je mange. Actuellement, je le fais par manque de soin. Au début, ils aimaient beaucoup, mais aujourd'hui, pas le même amour. J'ai pas de papier. Du coup, j'ai mon ami qui m'a loué ce compte. Je travaille avec ce compte, je paie 100 euros par semaine et du coup, je gagne le maximum 200 euros par semaine pour moi. J'aime bien arrêter ce travail, mais j'ai pas la solution maintenant pour trouver un autre travail. Parce que j'ai la famille à nourrir. Donc, ça ne me rase pas, mais je fais ça quand même parce que je n'ai pas le choix. Ça aussi, je mets que de rester sans rien faire. Pour ne pas rester vagabonder dans la rue et devenir délinquant un jour, ils sont obligés de le faire, sinon eux-mêmes, ça les arrange pas. Merci. C'est bon, c'est bon. Allez, bon courage. 80. Merci. Voilà, merci. Aujourd'hui, tu es régularisé et tu continues à faire ce travail. Pourquoi? Comme je t'ai dit, je suis toute seule. Ça m'arrange. Je peux faire le sport, je peux rentrer comme je veux, je peux sortir comme je veux. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ce travail, dans tes conditions de travail? Ah oui, s'ils changent les prix, ça m'arrange bien. Tu trouves que les prix sont trop bas? Bah oui, ils sont trop bas pour l'instant. C'est pas comme avant. Hein. Mais le problème, les restaurants, ils payent le même tarif et je sais pas, les clients, peut-être ils payent plus cher comme avant. Et nous, les prix sont trop bas. Toi, Ali, t'es algérien. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton pays d'origine? Moi, je voulais changer la situation. C'est comme ça, découvrir les cultures et tout, c'est comme ça. Et le plus important, c'est changer la situation. Je trouve ici, en France, c'est pas dur pour avoir bonne situation. C'était réglo comme ça. Moi, j'aime le travail. J'ai quitté l'école de bonheur, comme ça, pour avoir un boulot et tout. Moi, je préfère travailler mieux que je fais l'école. C'est du perte de temps là-bas. Pour moi, parce que je suis pas, par exemple, fort dans l'étude, et j'ai préféré d'aller travailler parce que je sais je vais pas loin. Ouais. Pourtant, tu as appris le français tout seul. Oui, moi je regarde sur YouTube comme ça. Moi, je parle pas avec des gens beaucoup dans la rue, mais je prends sur YouTube ce que je peux prendre comme ça. Et comment ça s'est passé quand tu es arrivé en France? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Non, on peut passer parce que c'était des moments difficiles comme tout le monde. Et là, on peut passer. Non. J'ai commencé à zéro. Quand je suis venu, j'ai commencé à zéro. J'ai galéré à zéro. Je vois tout le monde contre moi. C'est comme ça. Et là, ça va. Ben là, je suis bon en situation. Je connais, par exemple, je peux parler aux gens. Je connais bien, par exemple, la ville et tout ça, etc. Là. Et au début, tu dormais où quand tu es arrivé en France? J'ai commencé, je dors dans la rue, mais maintenant ça va. Bon, j'ai commencé comme ça. Parce que je connais personne là. Derrière chaque commande se trouve un visage, une voix, une histoire. Et quelles sont les choses qui, au contraire, te donnent la force de continuer? Par exemple, il faut que j'aide ma famille au pays, donc je m'accroche toujours à aller bosser parce qu'il n'y a personne qui va m'aider ici, donc je ne peux pas aller arrêter
de faire manger dans la rue comme ça, demander les gens et de m'avoir 50 euros, 10 euros. Donc je préfère galérer comme ça pour moi-même, pour que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Donc, Là, tu es venu tout seul ici oui, et ta famille est restée au pays. oui. T'as un enfant, c'est ça? Oui, j'ai un gosse, il va avoir bientôt 10 ans. Je l'ai laissé depuis l'âge de 6 mois. Maintenant, on parle au téléphone, il ne me connaît même pas. On parle au téléphone, on appelle vidéo, mais il ne m'a jamais vu. C'est très difficile. Laisser commander de famille derrière, venir ici, tu penses que quand tu rentres ici, tout va changer. Ok, la réalité, c'est pas ça. Arriver ici, tu vas trouver qu'il y a autre chose. Donc, c'est très très difficile. Et vous êtes beaucoup à avoir des histoires similaires, à avoir migré, traversé beaucoup de pays, traversé la Méditerranée comme ça, Oui, il y en a beaucoup, beaucoup même. chez les livreurs? Ouais. C'est quoi ton rêve à toi? Bah, mon rêve est d'avoir mon papier, travailler, aller voir ma famille. Paradoxalement, les plateformes sont à la fois la main qui les nourrit et celle qui les exploite. Car la livraison reste un des seuls moyens de subsistance des personnes en situation irrégulière. Et les plateformes tirent profit de cette main-d'œuvre silencieuse, sans alternative, qui peine à faire valoir ses droits. Tu fais quoi là, Mamadou? J'entends de regarder. Parce qu'ils m'ont donné 5 euros. Ça sort là-bas avant que tu le valides. Ça sort là-bas 3 kilos. Mais quand tu la valides, c'est 7 kilos. Ils augmentent le nombre de kilomètres Ils ont augmenté le kilométrage. quand tu acceptes la commande. Quand tu valides, ça augmente. Et ça arrive souvent, ça? Souvent, ça arrive souvent. Face à ce constat, que faire pour améliorer concrètement les conditions de travail des livreurs? Pour gagner en force d'action, ils doivent s'engager et s'unir pour passer d'individus isolés à un collectif structuré. Quand on est plus nombreux, on est plus fort et que du coup, nous, on a des moyens d'intervention en fait, non seulement de faire jouer la solidarité financière, mais aussi la solidarité en termes de nombre, s'il y a une action qui se profile, l'organisation de manifestations à caractère un peu plus, massive, dans des centres-villes et tout ça, ça c'est des choses qu'on peut faire. L'accompagnement en termes de communication également, hein, sortir un tract pour informer la population, informer les autres salariés, de ce qui est en train de se passer, contacter la presse, enfin c'est tout ça qu'on peut apporter. Quand on est syndiqué, on bénéficie de tout ce réseau d'aide en fait et de solidarité. Et ça aussi la force, c'est justement d'être syndiqué, c'est de rentrer dans un collectif quoi. On n'est pas isolé, chacun chez soi là, en fait, du coup on peut avoir des temps d'échange, de débat, d'aide, d'accompagnement sur un certain nombre de sujets. C'est un accompagnement de toute manière pour, rétablir, des salariés dans leurs droits, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Pour répondre à des plateformes qui ne comprennent que le langage de l'argent, la grève est une arme. Chez les livreurs, il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc en fait, ils acceptent les commandes les moins bien payées qui sont proposées par les plateformes. Donc forcément, si elles étaient toutes refusées, les plateformes, au bout d'un moment, vu qu'on est indépendant et on est libre de choisir les courses qu'on veut, si personne prenait ces courses-là, au bout d'un moment, les plateformes, elles réévalueraient le prix des courses. Mais comme il y aura toujours des gens pour accepter les petites courses mal payées, eh ben, les plateformes, ça fait leur affaire. C'est un cercle vicieux en fait, hein. Plus les personnes prennent des commandes mal payées, plus elles sont mal payées, plus elles sont pauvres. Il peut y avoir des accords entre chaque livreur en disant bon, on refuse systématiquement tous les commandes à 2,85 € pour Uber. On refuse, et tant qu'elles n'ont pas atteint un certain montant, et ben, on les accepte pas. Alors ça rend Uber et Deliveroo furieux, ça casse leur modèle en fait, c'est qu'on joue avec leur algorithme. Mais c'est le seul moyen. Mais des villes comme Paris, même comme Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, il y a tellement de livreurs, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas appliquer cet accord. Nous, en France, on a quand même une culture du syndicat. Alors même si tout le monde n'est pas syndiqué, mais on a quand même une culture assez forte en France, hein. Mais c'est des gens qui connaissent pas cette culture en fait. Et les plateformes en profitent. Pour elles, c'est du pain béni.
Ça baisse de plus en plus parce qu'il y a toujours les gens qui ouvrent les comptes et qui, par exemple, me donnent 10 euros 15 km et que moi je n'accepte pas, bah, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Lui, comment dire, il va prendre, il ne peut pas regarder le kilomètre. Et que nous, on fait ça, ça fait longtemps, donc on sait que ce n'est pas bien payé, mais il s'en fout, il prend. C'est pour cela que Uber aussi se profite de nous de payer de son pareil. Sinon, imagine, payer quelqu'un 15 km 10 euros, c'est pas cool. Ou donner 6 euros, parfois même ils donnent 6 euros, 11 km. Si, quand tu le vois même toi-même, ça te fait rire même. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu le laisses comme ça sonner jusqu'à terminer. Et vous refusez ce genre de commande? Ah ouais, on refuse toujours. Si ça arrive, on refuse. C'est une manière de résister, Ouais, c'est une manière de dire que bah, je n'ai pas d'accord. de dire que vous n'êtes pas content et de résister à la précarisation constante des plateformes, quoi. Exactement. Si demain, par exemple, il y avait allez, même la moitié des livreurs qui se mobilisaient, qui se mettaient en grève, grève dure, les plateformes elles finiraient par céder. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est prêt à ça. Non, c'est qu'il y a un manque de courage et puis c'est de l'individualiste en fait, hein. Dès qu'on leur dit, par exemple, bah allez, il faut se mobiliser pour nos droits, il n'y a plus personne. Mais il y a un moment, il faut sortir prendre son courage à deux mains, faire des sacrifices et se dire, il y a un moment, faut y aller. Si je veux voir mes conditions de travail, mes revenus augmenter, tenter d'obtenir quelque chose, il faut faire un peu de sacrifice à court terme pour essayer de gagner plus à long terme. Il faut qu'on se manifeste, obliger la plateforme qui change nos conditions de vie. Ça part aussi en une journée. Ce n'est pas en une journée qu'on peut trouver la solution. Il faut manifester à long terme. Une grève à long terme? Une grève à long terme jusqu'à ce qu'on trouve la solution pour aussi améliorer un peu nos conditions de vie. Voilà. Parce que là, même si on fait une manifestation, il y en a pas mal qui ne sont pas avec nous. Il y en a pas mal des gens qui ne font pas la manifestation parce que toujours on a fait une fois, deux fois, plusieurs fois la manifestation, mais on ne reçoit que des retombées. Ils n'ont jamais trouvé la solution. Mais on le fait toujours aussi à une seule journée. Tu fais une seule journée, après tout ce que la plateforme y perd, comme des commandes qui ne sont pas emportées, les commandes qui sont faites sans être emportées. Il est retombé, ils nous rappellent encore des prix pour reprendre tout ce qu'ils ont perdu. Et quel est le problème selon toi? Pourquoi ça bloque? Est-ce que c'est un manque d'investissement de la part des livreurs, un manque d'union, un manque de coalition, un manque de mobilisation? Surtout un manque d'union. Parce que c'est un travail aussi qui est un peu compliqué, parce que c'est un travail individuel. Chacun a son compte. Ce n'est pas un travail collectif. Tu ne veux pas obliger un autre de venir manifester avec vous. Tu as ton compte, il a son compte, chacun a son entreprise. En fonction de ça, la plateforme se profite de notre situation. Parce qu'une seule personne ne peut pas venir défendre le droit des milliers de personnes. Parce que si on est solidaire, si on te donne la main, et si tout le monde refuse de livrer et puis on fait une grève, c'est que il y aura la solution. Le problème, c'est que quand certains font grève, certains se profitent pour gagner plus d'argent. Parce que plus en commande que Uber fait, et puis les prix ça augmente. Tu peux avoir 1 km jusqu'à 20 euros et 1 km jusqu'à 30 euros. Et puis il y a certaines qui disent ça c'est des sous, c'est du bizarre. Faut que j'essaie de. Il y en a qui se profitent. Donc, pendant que certains font grève, il y en a qui en profitent pour faire de la livraison toujours. Avec des meilleures rémunérations. Toujours. La grève coûte à tout le monde, aux entreprises comme aux travailleurs. La caisse de solidarité apparaît alors comme un levier de lutte pour rendre la grève tenable et efficace. Les caisses de solidarité, on en fait assez régulièrement de façon ponctuelle, hein, sur des mobilisations particulières. Quand elles sont entrées déjà dans quelques jours de grève, et qu'on voit que les salariés commencent à avoir justement un peu la langue qui pend, parce que ça devient effectivement difficile, hein, quand on a des bas salaires et qu'il faut en plus sacrifier des jours de salaire, c'est un peu compliqué de boucler les fins de mois.
Le patronat, joue là-dessus, beaucoup pour dire: «Bon, bah, OK, vous allez m'emmerder pendant, 2-3 jours là, ça va bloquer la boîte, mais au bout du 4e jour, de toute manière, vous allez rentrer parce que vous avez pas les moyens de faire autrement si vous voulez remplir le frigo quoi, et payer vos factures». Donc ils jouent là-dessus, donc nous, c'est ça notre rôle, du coup, de pouvoir contrecarrer ça et de dire, «Effectivement, vous avez pas de salaire, mais nous, on va vous aider financièrement, derrière pour, bah, pour vous permettre de tenir et d'aller au bout de votre combat, et pour obtenir satisfaction des revendications, quoi». Mais le combat des livreurs pour de meilleures conditions de travail se heurte aussi à un plus vaste rapport de force, comme l'a révélé l'affaire des Uber Files, mettant en lumière l'influence des plateformes jusque dans les plus hautes sphères de l'État. S'organiser pour défendre leurs droits est une action nécessaire pour peser, mais sans un cadre légal fort, la lutte reste inégale. Il revient à l'État d'assumer sa responsabilité en imposant des règles claires. Requalification du statut des livreurs, régulation économique des plateformes, notamment en garantissant une rémunération minimale par livraison. Car si on ne requalifie pas les livreurs en salariés, il faut leur donner les moyens d'assumer leur statut d'indépendant et les charges qui vont avec. C'est qu'à un moment, on se dit, si les plateformes continuent à être butées et à nous cracher à la figure et à considérer qu'en fait, finalement, elles peuvent tout se permettre, il faudra faire appliquer la directive européenne, comme ça a été fait en Espagne. Il y aura la présomption du salariat, du coup, il y aura que des milliers de livreurs demandent d'être salariés et que bah, les plateformes, sous pression, bah, elles disent soit elles augmentent les tarifs, soit bah, elles décident de quitter le marché français. Elles ne veulent pas en entendre parler, les plateformes. Et d'ailleurs, Deliveroo a quitté le marché espagnol pour ça, à cause de la présomption de salariat. Mais s'il faut en arriver là, bah, il faut en arriver là, quoi. En 2021, l'Espagne applique la directive européenne concernant les travailleurs de plateforme, obligeant leur requalification en salariés. Cette mesure entraîne le retrait de Deliveroo du marché espagnol, l'entreprise estimant que le nouveau cadre légal ne lui permettait plus de rentabiliser son activité. L'opacité des plateformes sur leurs bénéfices réels pose la question. Leur modèle économique n'est-il viable qu'à la condition de sous-payer les livreurs ? Dans ce cas, il n'est pas compatible avec notre modèle social. Je viens d'avoir un pourboire. Parfois, il y a des clients qui sont gentils, tu vois. Je viens d'avoir 3,50 €. Donc, je remonte à 6,75 € la livraison. C'était 1,2 kg. Mais il y a des clients qui sont gentils. Normalement, il y a des clients qui sont gentils parfois et ils voient notre souffrance. Ok, bon courage. Merci. C'est sûr que c'est OK pour vous? Ouais, c'est ok. Ça Bon fait courage très et à longtemps, plus. les filles. Merci. Maintenant, c'est demande faible ici, là. Regarde. C'est demande faible. Là, 22h moins quart, c'est demande faible. Ouais. Tu vas rentrer ou tu vas attendre une commande ? J'attends un petit peu, mais à côté chez moi, il y a un carrefour et il y a pas mal de commandes là-bas. Quelqu'un qui te met pourboire, quand tu vois le pourboire, il faut bien présenter. C'est pas ça? Et il y en a qui te demandent de monter parfois ? Oui, il y a beaucoup. Moi, ça me dérange pas, je monte pour tout le monde. Parce que c'est vite, comme je te dis, je suis sportif, je monte tout de suite à les escaliers, je descends, je dis laisse tomber, je monte, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui travaillent en vélo, ils peuvent pas monter parce que c'est risque. Moi, avant, ils m'ont volé 4 vélos à cause de ça. Ouais, mais le client, il s'en fiche de ça. Quand tu descends, tu vas aller voir la commande et Il y a des risques de vol de scooter ou de vélo ? ouais, il y a les maisons rouges et tout, dans les quartiers, bien sûr. Ouais. C'est quoi les maisons rouges ? Par exemple, comme Belleville, Quartier Nord et tout. Là-bas, déjà, quand tu rentres en scooter pour aller livrer, tout le monde, il regarde le scooter et tout. Ouais. C'est ça, ouais. On y va ? Ouais. Là, il est 23h48. Ouais. Et tu prends une commande ? Ouais. Tu travailles tard ? Pardon ? Tu travailles tard ? Oui, mais parce que quand, par exemple, je ne fais pas un bon chiffre, je dois continuer. Ouais. Pour monter
un peu le chiffre là. Et aujourd'hui, c'était pas une bonne journée? Non, aujourd'hui, franchement, c'est calme. T'as fait combien de commandes aujourd'hui? 12 commandes. J'ai fait 12 commandes, 50 €. Et 10 € d'essence. Et là, tu payes même de ça, tu payes l'ERSA, fait 22%, c'est pour ça. C'est difficile d'en vivre de ce travail? Ah ouais. Pour quelqu'un, il vit tout seul, c'est pas. Peut-être il arrive, mais en famille, tu peux pas. Il faut changer le métier. Emblème de l'économie numérique, la livraison illustre à elle seule les promesses et les dérives de l'ubérisation. Paradoxe, en tant que consommateurs, nous participons à faire vivre ces travailleurs tout en entretenant un système néfaste. Il s'agit donc de mieux comprendre le coût réel d'une course, soutenir les alternatives locales et valoriser le travail des livreurs par un pourboire ou un sourire. Les livreurs, quant à eux, doivent plus que jamais s'unir pour défendre leurs droits et pousser l'État à imposer un cadre solide pour contrer la précarisation croissante imposée par les plateformes qui, sans pression, n'ont aucun intérêt à revoir leur stratégie. Quand il pleut, les gens courent pour rentrer à la maison, nous on sort. Les gens restent à la maison, nous on est dehors. On est humain comme nous autres. On ne peut pas travailler sans garantie. C'est pas bon. La chose déjà à dire aux politiques, c'est déjà s'occuper du dossier parce que c'est pas normal qu'on soit dans une période d'esclavagisme moderne en France et qu'on laisse passer ça de la plus grande banalité. Là, je le fais, hein, mais j'ai pas tellement de courage de continuer beaucoup. Ça paye pas franchement, mais c'est avec le courage donc on fait ça.